Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à la cybersécurité des systèmes énergétiques, organisé par Tenerdis en collaboration avec Aura Digital Solaire dans le cadre du projet Minasmart. J'espère que vous m'entendez bien, que vous nous voyez. Merci de votre participation. Je me présente, je suis Ingrid Milsan, je suis le projet Minasmart pour le compte de Tenerdis, donc Tenerdis, pôle de compétitivité de la transition énergétique. Ah, on a des bruits de fond. Peut-être que on a des micros qui ne sont pas tout à fait coupés. Merci de couper vos micros. On est parti pour 1h30 d'échange sur cette thématique de la cybersécurité qui est assez nouvelle pour Tenerdis, on va dire, mais qui est tout à fait cohérente avec le projet Minasmart dans lequel nous sommes impliqués aux côtés de Minalogic. Alors, je donne la parole à Mathéo du cluster Digital Solar pour deux mots d'introduction. Mathéo ? Oui, merci Ingrid. Voilà, très rapidement, bonjour à tous. Mathéo Lemonnier d'Aura Digital Solaire. Je souhaitais simplement bien tous vous souhaiter la bienvenue et remercier tous les acteurs qui ont trouvé le temps d'assister à ce webinaire ce matin. C'est vrai qu'en tant que structure représentant tout l'écosystème de la filière solaire en Auvergne-Rhône-Alpes, cette thématique, elle nous est remontée par certains de nos acteurs. Donc voilà, merci à vous, merci aux intervenants qui vont prendre le temps ce matin de vous expliquer un peu cette thématique. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Voilà. Merci Ingrid pour ce mot. Merci. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Antoine Camus. Antoine, qui est directeur du pôle cyber et défense pour Minalogic, notre pôle partenaire. À toi, Antoine. Merci beaucoup Ingrid et merci à toutes les personnes présentes de s'intéresser à la cybersécurité. C'est un sujet pas évident, mais important. Donc on va tâcher de vous expliquer les enjeux de la cybersécurité de façon simple pour que vous puissiez, vous et puis l'ensemble de votre écosystème, vous mobiliser sur ces points-là. Parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux qu'il faut pas négliger. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pardon. Hop, oui, a priori, ça va. Donc, merci une fois de plus à Tenerdis, à Aura Digital Solaire, de nous impliquer dans ce dispositif dans le cadre de Minasmart. Juste un mot pour Minalogic, on est un pôle de compétitivité des technologies du numérique. À contrario de Tenerdis, qui est un pôle vertical, nous, on tâche d'être le plus horizontal possible et d'adresser tous les enjeux d'innovation liés au numérique d'une entreprise, avec toutes les thématiques que vous voyez autour, l'IoT, la cybersécurité, le quantique, en s'appuyant bien évidemment sur nos pôles partenaires filières qui ont une connaissance intime de vos besoins métiers. Donc, on tâche de faire le bridge entre vos besoins et nos expertises technologiques qui sont inclus dans le pôle. Et c'est pour ça, une fois de plus, comme Ingrid nous l'a précisé, qu'on a été naturellement rejoint au travers du projet Minasmart. Minasmart est un projet européen qui vise à créer des hubs. Qui crée. T'inquiète pas. Au téléphone, c'est juste que alors, c'est une conférence cybersécurité des réseaux. Je désactive le micro d'Elodie. L'objectif de l'EDIH Minasmart, c'est de créer des hubs technologiques visant à faciliter l'accès aux PME des technologies liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle et le calcul haute capacité. Donc, on travaille étroitement avec Tenerdis pour faire en sorte que tous ces sujets vous soient expliqués le mieux possible. Enfin, en tout cas, on essaye. On essaye et on met beaucoup d'énergie parce qu'il y a fondamentalement des très gros enjeux. Je ne veux pas faire de marketing de la peur parce que c'est pas mon credo, mais pour autant, il faut avoir en tête un certain nombre de chiffres macro qui démontrent
que la cybersécurité est un sujet qui explose, avant tout parce que c'est très rentable, hein. Alors pas pour vous, mais pour les personnes qui sont en face de vous, c'est extrêmement rentable. Donc il y a toute une industrie de la cybermalveillance qui s'est construite, et aujourd'hui tous les secteurs d'activité sont concernés. Alors évidemment, le vôtre un peu plus en particulier, parce que c'est des sujets stratégiques, mais globalement tous les secteurs sont concernés. L'industrie est encore un peu plus focalisée, en tout cas attaquée, parce que l'industrie dispose à la fois de la partie informatique qu'on appelle IT, la partie opérationnelle, donc les outils de production. Et donc, c'est un enchevêtrement de couches technologiques qui font que, naturellement, les entreprises industrielles disposent de points d'entrée qui intéressent les cybermalveillants. Donc voilà, encore un chiffre qui démontre qu'aujourd'hui, c'est plus un mythe, c'est surtout pas un mythe, c'est vraiment un sujet qui est en très forte explosion. Avec en plus une ingéniosité très forte des personnes en face de nous, parce que voilà, on est en face de gens intelligents, malheureusement intelligents, et il y a une capacité de leur part à utiliser très rapidement, extrêmement rapidement, toutes les failles liées aux éditeurs de logiciels, les matériels, etc. Globalement, dans ce chiffre-là, juste retenir, c'est que quand une faille était identifiée, il fallait 30 jours pour qu'une attaque s'opère. Là, c'est plutôt 5 jours et on est quasiment maintenant dans l'immédiateté. Et donc ça, c'est un vrai défi parce que ça veut dire que les éditeurs, les fournisseurs de matériel, les sociétés de conseil et d'accompagnement doivent être extrêmement réactifs parce que dès que vous utilisez quelque chose qui est malheureusement vulnérable, eh bien, c'est quasiment instantanément exploité par les gens en face de vous. Et donc, comme je le disais, pourquoi c'est intéressant de vous attaquer, entre guillemets, sans faire de cynisme? Parce que vous disposez au sein de votre entreprise d'énormément de points d'entrée. On a souvent en tête le mail qui reste le principal vecteur d'attaque, hein, le mail avec le phishing. Donc ça, c'est les choses les plus simples à mettre en œuvre. Donc c'est quelque chose qui est utilisé de façon massive. Mais pour autant, il y a beaucoup de points d'entrée dans votre entreprise. À la fois les serveurs web, les serveurs institutionnels, les sites vitrines, les extranets, la clé USB qui reste encore une attaque qui fonctionne. Donc, ça paraît encore un peu fou aujourd'hui, mais le fait de mettre par terre des clés, ça attire l'attention, la curiosité, et puis surtout quand c'est marqué RH, etc. Voilà, il y a un trésor d'ingéniosité. Et le fait de mettre une clé dans un PC qui n'est pas sécurisé, automatiquement, vous avez une diffusion de la menace. Donc tout ça fait que c'est objectivement pas simple d'avoir un regard total et complet. Mais pour autant, c'est important que vous ayez ça en tête parce que la cybersécurité, ça n'est surtout pas un sujet d'outils. Enfin, c'est pas que. Donc, c'est pas parce que vous avez mis un anti quelque chose que vous allez de toute façon avoir une appréhension globale de votre risque. Mais c'est en ayant justement une cartographie complète de vos éléments et une vision d'organisation et de gouvernance, on va le voir un peu plus tard, qui va faire que vous allez pouvoir appréhender le plus agilement possible ce sujet de la cybersécurité. 4 exemples qui sont assez symptomatiques, qui sont issus du secteur de l'énergie, mais vous seriez dans un autre secteur, j'aurais d'autres exemples. Premier exemple, c'est une société, c'est récent, hein, c'est en 2023, qui maintient et exploite des fermes de panneaux solaires. Cette ferme est gérée par des outils SCADA, donc de gestion de l'outil industriel, via aussi des capteurs. Et une entreprise extérieure est venue attaquer cette entreprise-là au travers de ces éléments de connexion et de maintenance du parc pour bloquer le parc, dans un but
purement mercantile, là pour le coup, qui est de mettre à mal la société d'exploitation. Donc il y a une perte d'exploitation directe et une rançon qui a été payée. Donc il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été payés. Donc ça a eu un impact extrêmement fort pour l'entreprise parce que arrêt de production, paiement de rançon, remise à plat de son système d'information, et puis évidemment un élément qu'on maîtrise, enfin, qui n'est pas toujours identifiable précisément, c'est la confiance. Parce que évidemment, lorsque malheureusement vous subissez un double peine, vous êtes victime, et en plus votre écosystème perd un petit peu potentiellement la confiance en vous, sauf si évidemment vous êtes en mesure de dire que vous avez été attaqué et que face à ça, vous avez mis en place des actions. Donc, le système, même si vous maintenez du matériel, automatiquement, la connexion de ce matériel est un point d'entrée. Deuxième exemple, c'est une société d'innovation sur l'hydrogène, qui, elle, a été attaquée non pas pour bloquer son outil de production, mais pour voler des plans. Donc là, la deuxième attaque a été le phishing. Alors le phishing, pour repréciser pour certains d'entre vous potentiellement, c'est un logiciel, enfin un mail, qui est de mieux en mieux fait. Avant, c'était, je caricature, c'était j'ai un cousin en Afrique qui vous demande des sous. Là, c'est plus du tout ça. C'est des mails qui sont extrêmement bien faits, qui reprennent potentiellement la charte graphique d'un client, d'un fournisseur, qui reprennent les éléments de langage de votre entreprise et qui incitent un collaborateur à ouvrir une pièce jointe parce que il y a potentiellement des éléments clés, il y a une information cruciale qu'il faut ouvrir. Et donc, par manque de vigilance, le responsable R&D de cette société-là a ouvert ce mail et a non pas bloqué, parce que c'était une attaque insidieuse, donc ça n'a pas été visible, mais pour autant, ça a créé une porte d'entrée virtuelle pour l'extérieur, et l'entreprise a été pillée, entre guillemets, de ces plans, de ces avancées technologiques. Donc les pertes identifiées étaient de plus de 200 000 euros. Et c'est extrêmement compliqué derrière de refaire un nettoyage complet. Donc c'est pas évident. Mais pour autant, donc c'est des choses qui marchent bien. Donc c'est aussi important que l'ensemble des collaborateurs soient sensibilisés à ce sujet-là. On n'est pas que sur un sujet de DSI, mais vraiment un sujet d'entreprise. Et il faut que les collaborateurs, et c'est pas simple, comprennent que chaque mail peut être un danger potentiel. Troisième exemple, autre type d'attaque, une société qui exploite des bornes de recharge pour des véhicules électriques. Et là, c'est le logiciel qui était pas suffisamment sécurisé, qui a été utilisé comme vecteur d'attaque et qui a provoqué non seulement l'arrêt de production, mais ça n'a pas eu un effet incroyable parce que pour le coup, vous ne pouviez pas recharger votre voiture, mais ce n'était pas un impact industriel. Pour autant, c'était le vol des données personnelles des utilisateurs qui ont été visés. Ça aussi, c'est un sujet, malheureusement, c'est que on vient chez vous parce que vous avez de la valeur. Alors, soit on vient chez vous juste pour vous bloquer et puis vous demander de la rançon, soit aussi on vient vous voler de la valeur. Alors, la valeur, c'est quoi? C'est des informations sur vos collaborateurs, les fiches de paye, mais c'est aussi, et souvent, des informations liées à vos clients. Donc, que vous soyez en B2B ou en B2C, vous avez des clients. Et ça présente de l'intérêt pécunier. Et donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, c'est aussi important de dire que si vous utilisez un logiciel et que vous n'êtes pas, que vous soyez éditeur de ce logiciel ou pas, il est extrêmement important d'avoir des garanties sur le durcissement et puis le security by design de ces logiciels. Et c'est une notion nouvelle. Donc, c'est en ça que le marché est encore en phase de maturité, mais il y a des entreprises très, très efficaces qui le font pour veiller à ce que les logiciels soient garantis comme
non pas invulnérable, mais en tout cas suivant une méthodologie de test et pour éviter que des portes d'entrée ou des failles soient exploitables. Quatrième illustration, c'est un réseau de smart grid, donc de gestion de l'électricité au niveau d'une ville, qui a été attaqué dans une autre typologie d'attaque, c'est ce qu'on appelle le DDoS, donc ça veut dire qu'on va saturer le réseau pour le rendre inopérant. Parce que l'idée de ces réseaux intelligents, c'est que l'information circule. Et si l'information ne circule plus, évidemment, ça fonctionne moins bien. Donc là, on n'était pas véritablement dans une démarche de récupération d'argent, mais une démarche d'immobiliser un écosystème. Donc, vous voyez un petit peu l'impact lorsqu'une ville, une collectivité ou même plus largement une région est immobilisée et ne peut plus gérer ses flux énergétiques. Ça peut avoir des impacts extrêmement forts. Donc là encore, tout l'objectif, c'est d'avoir une compréhension et une cartographie absolument exhaustive de tous les éléments connectés et de vérifier si, en termes de logiciel, en termes de matériel, en termes de gestion, tous ces éléments ont été bien supervisés, bien managés, bien contrôlés. Bon, donc tout ça, c'est gai, hein, mais c'est important que vous ayez globalement une vision de tout ce qu'il y a. Alors, après, vous allez me dire, qu'est-ce que je dois faire? C'est une bonne question. Et là, je peux rapidement vous passer plein de slides. Plein de slides qui sont importants, qui vont vous dire qu'il faut que vous gériez la maturité de vos sous-traitants, parce que c'est important que vous puissiez comprendre l'interaction que vous pouvez avoir avec votre écosystème, qu'il est aussi important de comprendre l'ensemble de vos activités, de savoir ce qui est important ou pas chez vous, etc., quels sont les éléments techniques à risque. Je peux aussi vous dire qu'il faut faire une cartographie de l'ensemble de vos assets et de votre outil pour bâtir un plan d'amélioration. Mais c'est aussi, je peux vous dire, de vous préparer à regarder tout ce qu'il y a en termes de communication à l'extérieur. Tout ça, je peux vous dire, et je peux passer à peu près 3 heures à vous assommer d'un certain nombre d'actions qui sont à la fois justes, mais qui vont aboutir sur une chose, c'est ça. C'est que face à tout ça, la première réaction que la majorité des entreprises, on va entourer des dirigeants, c'est « je ne fais pas ». En tout cas, je ne fais plus, ou en tout cas, je ne fais pas parce que je ne comprends pas. Alors, ce n'est pas complètement vrai, parce que globalement, dans l'écosystème des PME, vous êtes 20%. Donc, je vois qu'il y a 35 participants à date. Donc, il y a 7 participants qui ont fait des choses et qui vont faire des choses. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui, objectivement, du marché, c'est que face à cette multiplicité de complexité, la tendance, malheureusement encore, c'est de dire « je ne fais pas ou je ferai demain ». Et donc ça, c'est des choses qu'il faut entendre parce que les éléments de cybersécurité nécessitent une conduite du changement et toute conduite du changement est douloureuse, donc difficile. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être naturel pour vous en tant que dirigeant ou pour vous en tant que responsable informatique ou pour vous responsable innovation. Ça va nécessiter de la mise en mouvement et de la compréhension de l'ensemble des acteurs dans votre entreprise. Alors, pour autant, j'ai 3 conseils majeurs à vous donner. Donc, on va remettre un petit peu de luminosité dans ce paysage. C'est des éléments simples, mais qui sont importants. Premier élément, il faut impérativement que vous vous appuyez sur vos forces. Les forces, c'est quoi? La force, c'est vous, déjà. Enfin, c'est vous, c'est le comité de direction. La cybersécurité, de toute façon, n'est pas et ne sera pas, contrairement à ce qu'on pense souvent, un sujet de direction informatique. C'est avant tout et en premier lieu un sujet de direction générale. Il faut impérativement que le mouvement passe par le haut. Si la direction générale n'est pas sponsor de ça, il n'y aura pas de mise en mouvement, il n'y aura pas de budget qui sera alloué et il n'y aura pas une mobilisation de l'ensemble des collaborateurs. Donc ça passe de toute façon par la direction. L'avantage, c'est que nous avons des chefs d'entreprise, et vous en êtes sans doute autour de la table, intelligents, conscients et responsables. Il faut juste, avant tout, qu'on explique la cybersécurité simplement pour que
ce sujet de la cyber soit un sujet à prendre en compte, ni plus ni moins, mais pas moins qu'un autre risque. Deuxième force, il faut quand même l'avoir en tête, c'est le DSI. Évidemment, votre responsable informatique, qu'il soit responsable, directeur ou que vous vous appuyez sur un prestataire extérieur, c'est lui le bras armé, la clé de voûte qui va mettre en mouvement, qui va mettre en action opérationnelle les solutions à opérer. Donc c'est important que le DSI soit valorisé et qu'on fasse les conditions du dialogue entre la direction et la direction générale et la direction informatique. Le DSI a un poste extrêmement passionnant, mais d'une complexité rare. Quand ça fonctionne, il ne sert à rien. Quand ça ne fonctionne pas, c'est la source de tous les maux. Donc, il faut le valoriser et l'aider. La troisième force, et elle est fondamentale, c'est les collaborateurs. Les collaborateurs doivent être impliqués dans ce sujet-là, sans leur mettre une charge mentale trop importante. Évidemment, il faut qu'ils ne cliquent pas sur n'importe quel mail, mais il faut surtout leur expliquer, parce que ce n'est pas évident pour des chercheurs, pour des commerciaux, pour de l'administratif, de se dire, tiens, aujourd'hui, cet outil-là peut être un vrai danger pour mon entreprise. Donc, il faut les sensibiliser, les former, et il faut les impliquer dans ce dispositif. Deuxième axe, il faut que vous identifiez vos marges de manœuvre. Vos marges de manœuvre, c'est aujourd'hui, vous êtes dans un écosystème avec des clients et des donneurs d'ordre. Les clients, est-ce qu'aujourd'hui, ceux-ci vont déjà vous mettre une pression? Ça va être de plus en plus le cas. Des directives européennes vont arriver. La première, c'est NIS 2, NIS 2, donc qui est une directive qui est déjà mise en place au niveau Europe et qui est en cours d'application dans les droits français en France. Si un jour on a une stabilité politique. En tout cas, c'est une directive européenne qui va vraiment cadrer ça. Donc, vos clients vont vous demander des comptes la plupart du temps. Premier élément. Mais aussi, est-ce que c'est important pour vous, et je pense que ça doit l'être, de dire à vos clients, je ne suis pas parfait, mais je suis en mouvement. Donc, c'est aussi un gage de confiance et de différenciation commerciale vis-à-vis de vos concurrents, de vous dire, je fais des choses, je ne suis pas parfait, mais je fais des choses. Donc, ça peut être un moyen pour vous d'être plus compétitif. Vos fournisseurs, en quoi vos fournisseurs vont vous demander des comptes? Et une fois de plus, je reparle de Nice, NIS2, les principaux secteurs d'activité qui sont sensibles, il y en a. Le premier qui vous concerne, c'est l'énergie. Énergie pour tous les éléments de sécurité qu'on a évoqués en préambule. Donc, vos fournisseurs, vos donneurs d'ordre vont vous demander de toute façon, à un moment donné, de présenter des gages de sécurité, des gages de mise en œuvre. Donc, il faut que vous puissiez vous dire quels sont mes fournisseurs et quels sont mes donneurs d'ordre qui vont être les plus exigeants demain. Votre outil de production, alors si vous en avez un, parce que peut-être que vous n'êtes pas tous dans la production en tant que tel, mais c'est important de vous dire, de comprendre déjà, est-ce que votre outil de production est un outil moderne? Est-ce qu'il est internalisé, externalisé? Est-ce que j'en ai la maîtrise ou pas? Et qui aujourd'hui est le chef d'orchestre et qui, chez moi, dans mon entreprise, connaît mon outil de production avec ses failles, mais aussi ses forces. Et dernière marge de manœuvre, c'est finance, parce que j'ai une nouvelle à vous annoncer, ça va vous coûter de l'argent. Beaucoup moins si vous vous faites attaquer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous demander de l'investissement. Donc, c'est déjà important que vous parliez soit à vous-même ou avec votre direction financière, pour vous dire, est-ce que ces éléments ont été budgétés ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai quelque chose à mettre en œuvre, est-ce que je suis en mesure d'investir ou pas? Pour vous donner juste un ordre d'idée, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité du système d'information, donc qui est là, une agence qui fait extrêmement bien son travail, je vous engage à aller voir leur site internet, parce qu'il y a beaucoup de livrables, etc., préconise entre 10 et 15% de votre chiffre d'affaires en sécurité informatique. Donc, vous voyez un petit peu le chiffre. Vous en êtes sans doute très, très loin. Mais en tout cas, c'est important que vous ayez en tête que pour bien faire les choses, il faut investir de l'argent. Investissez peut-être pas 10% tout de suite, parce que peut-être que vous n'avez pas les moyens, mais soyez dans cette démarche d'investir. Si vous n'investissez pas, vous serez à un moment donné dans une dette technologique qui, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de votre fournisseur et vos outils de production, risque de vous pénaliser. Troisième conseil, c'est de trouver des solutions. Et c'est sans doute un des points les plus importants. Il existe des solutions. Je pense que vous devez impérativement, parce que vous êtes des entreprises normales, c'est-à-dire avec une surface de PME, vous devez trouver des solutions qui soient simples,
donc simple, qui soit compréhensible, qui puisse être facilement implémentable chez vous, qui soit pragmatique. Là encore, il faut que les indicateurs, les outils puissent parler à votre direction générale, qu'elles puissent aussi permettre à votre DSI, à votre responsable informatique, au responsable informatique de votre entreprise, de comprendre ce sujet nouveau et d'appliquer de façon simple, pratique, les actions à mener. Et dernier élément, c'est qu'elles soient utiles. Encore heureux, vous allez me dire, mais je le dis utile, c'est qu'elle soit applicable durablement dans le temps. Et parce que pour moi, l'adage, le principal, c'est pour vous, principalement pas la vitesse d'exécution, mais le mouvement. Prenez la cybersécurité comme un marathon. Le marathon, pour ceux qui courent, savent que ce n'est pas un sprint et qu'il faut trouver une vitesse de croisière que vous pouvez supporter le plus longtemps possible. Donc, ça veut dire qu'il est nécessaire que vous projetiez dans cette démarche de temps long, qui n'est pas que vous devez faire tout en 2 mois, mais que vous devez impérativement faire des choses tout au long de l'année, à votre rythme, en fonction de vos enjeux, en fonction de votre capacité, vos besoins, votre pression, votre finance, etc. Faites peut-être peu, mais faites des choses. Le principal danger, c'est l'immobilisme, et pire, ne rien faire. Donc, face à ça, Minalogic, avec évidemment le soutien et le concours de Tenerdis, on a essayé de répondre à ça. On a essayé de répondre à ce sujet qui est de dire, avant de faire des choses compliquées, essayons de vous mettre dans un mouvement et de vous aider de façon très simple, pragmatiquement, vous mettre dans une disposition de compréhension et de mouvement. Donc, on a créé ce label, donc label qui va veiller à ce que les sujets d'innovation puissent être validés comme Security by Design, mais aussi un parcours, parce que c'est un temps long, qui va vous permettre de comprendre et analyser le point de départ et votre feuille de route. On l'a travaillé avec évidemment le gouvernement pour qu'on soit certifié, et puis aussi par la DGA. Peut-être que certains d'entre vous travaillent de près ou de loin avec l'armée. L'armée met en place un référentiel, le RMC, donc référentiel de maturité cyber. Donc ça veut dire que maintenant, désormais, si vous voulez travailler avec des donneurs d'ordre de l'armée, vous devez montrer patte blanche. Donc tout ça, on l'a intégré dans notre parcours pour que là aussi, vous puissiez gagner des contrats et puis être différencié. Donc, rapidement, tout parcours commence par un point de départ. Le point de départ, ça reste des diagnostics. On en a quatre piliers qui nous semblent importants, les 4. Je pense que le premier est sans doute le plus sensible, et je sais que Elisis va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est la gouvernance. La gouvernance, en 2 mots, c'est de comprendre comment votre donnée est produite chez vous et quels sont les processus qui gèrent cette donnée. Où l'information est stockée, quel est l'élément contractuel que vous avez avec votre fournisseur, qu'est-ce qui se passe si vous êtes attaqué, comment vous récupérez, quelles sont les gestions de crise, comment vous créez un plan de reprise d'activité. Donc tous ces éléments qui sont souvent pas formalisés, qui restent dans la tête de personnes et qui en phase de stress. Parce que si vous vous faites attaquer un jour, vous serez stressé et c'est normal. Donc, si vous n'avez pas écrit, si vous n'avez pas formalisé, vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, c'est important de se baser sur des normes. Il y a la norme ISO 27001 qui existe, qui est remarquable, qui est globalement le soutien ou le support de la NIS 2, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Donc, être en mouvement sur ISO 27001, ça vous permet d'être en phase avec NIS 2. Et puis, bien évidemment, l'ensemble d'autres référentiels. Vous avez TISAX, vous avez 3CF, vous en avez plein. Donc, tout ça, c'est important de savoir où vous en êtes. Deuxième élément, c'est l'externe. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec l'exemple que je vous ai montré. Le fait de communiquer à l'extérieur par un site, par un intranet, etc., crée des portes potentiellement. Donc, c'est important de savoir le niveau de porosité de votre entreprise. Est-ce que vous êtes visible de l'extérieur ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des informations qui circulent dans le dark web, donc la phase émergée de l'iceberg, donc tout ce qui est opéré par les gens malveillants. Parfois, vous avez déjà des données à vous qui circulent et c'est important de le savoir. Donc, on a des outils pour aller voir si
le nom de votre entreprise n'est pas déjà mis en vente, etc. Il y a 365, là 90% des PME sont équipées de cet outil qui marche remarquablement, on l'utilise là aujourd'hui. Sauf que pour être bien utilisé, il faut bien le paramétrer et ça, 9 fois sur 10, ça n'est pas le cas. Donc c'est important de voir si votre SharePoint, donc là où vous mettez toute votre vie globalement, les Teams, votre CRM, etc., sont bien configurés. Et dernier pilier, c'est les tests de pénétration. Donc on va opérer, simuler tout ce qu'on a vu préalablement dans les exemples. Donc je suis chez vous et je vais dans votre chambre à coucher, je regarde dans le petit tiroir où vous mettez vos bijoux de famille, et je vais voir si je peux y arriver. Et ça, avec des outils qui permettent de le faire des dizaines et des centaines de fois en très peu de temps. Donc, ça permet d'avoir une vision exhaustive de votre niveau de maturité. Et important, c'est derrière que tous ces éléments-là ne soient pas mis dans un tableur Excel, mais dans un outil qui permet à la direction de comprendre où est-ce que j'en suis par rapport au référentiel, qu'est-ce que j'ai fait de très bien, et c'est cool. Là où je dois opérer ma priorité d'action parce que c'est ce qu'on me demande, histoire de flécher, d'être dans l'optimisation de chaque euro, et aussi d'avoir une feuille de route qui va être co-construite avec son DSI, son responsable informatique, mais aussi son partenaire ou ses partenaires, pour que derrière ce temps long, ce marathon, alors on parle de marathon d'une année, hein, donc c'est pas des siècles, mais au moins cette phase soit gérée de façon simple, claire et facilement identifiable, et que tout ça soit suivi d'éléments qui soient visibles, parce que ce qui ne se voit pas n'existe pas. Ça, c'est le vieil adage aussi. Donc, l'objectif, c'est de rendre visibles les choses et que, en interne et en externe, vous puissiez dire, j'ai mis en place des choses, ça m'a permis à mon entreprise de monter en maturité, et ça permet aussi à mes collaborateurs de comprendre que la double authentification, qui est un petit peu embêtante parce que je dois mettre 10 secondes de plus pour accéder à mon outil, de travail, ou mon mot de passe qui doit faire 20 caractères au lieu de 3, et c'est un peu plus embêtant, mais je l'accepte parce que je le comprends. Je comprends l'intérêt et je vois visuellement que mon entreprise fait des efforts et met en place des choses pour ne rien rater, ne rien oublier. Et c'est tout l'enjeu, c'est que l'objectif, c'est pas que vous fassiez tout, mais que vous compreniez bien ce qu'il y a à faire et que vous sollicitiez les bons interlocuteurs et les bons prestataires. Et que derrière, évidemment, ce soit un sujet ni plus ni moins qu'important, mais pas moins important que les autres, je le répète. Donc, c'est comme un projet informatique que vous gérez toute la journée, vous en gérez des dizaines, ce sera un sujet comme un autre, où chaque ligne est une action à mener. Ça a un coût, donc je vous donne pour information, ça c'est les éléments, peu importe, c'est pas le sujet. Il y a surtout des guichets de financement qui sont divers et variés, à la fois les sujets, si vous êtes industriel, si vous êtes de la défense ou si vous êtes une PME entre guillemets normale. Minasmart, qui est le projet européen, peut de toute façon vous accompagner dans le financement de ces dispositifs. Donc, en résumé, c'est un sujet qui va être durablement présent dans votre secteur d'activité pour plein de sujets, pour capter, voler, bloquer, embêter, freiner. Quoi qu'il arrive, vous serez exposé à ça. C'est la vie. C'est un sujet d'entreprise global, donc prenez-le comme tel. C'est un conduite du changement, donc ce n'est pas un sujet simple. Et l'avantage, c'est que on a en face de vous, vous avez en face de vous, Tenerdis, Minalogic, Minasmart, des gens qui tâchent de vous accompagner et d'être dans la compréhension et de vous apporter des outils le plus simples possible. J'en ai terminé là et je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je laisse la main à l'interlocuteur et à l'intervenant suivant. Merci beaucoup Antoine, merci pour cette présentation vivante et concrète que j'espère tout le monde a apprécié. Moi en tout cas, ça a été le cas. J'ai découvert effectivement qu'il fallait vraiment prendre ce sujet au sérieux, ça j'en doutais pas, mais que ça impliquait tous les collaborateurs. J'ai noté que c'était une démarche de temps long et donc il fallait s'armer de patience et se fixer des objectifs progressif et réaliste, et puis aussi que ça touchait effectivement tous les secteurs de l'entreprise, y compris ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients, donc une démarche collaborative.
Sans plus tarder, je vais donner la parole à Raphaël Vignon d'Avilliers, qui est PDG de IV6, cabinet de conseil en cybersécurité basé à Lyon. Raphaël, je pense que vous nous entendez, vous avez le micro. Alors, on ne vous entend pas pour l'instant. Hop. C'est mieux, c'est mieux. Oula. Non, oui, mais la voix est très mauvaise, Raphaël. C'est totalement déformé. C'est totalement déformé, la voix. C'est. Donc, Raphaël, ouais. Non, c'est inaudible. Je pense pas que on puisse faire la présentation comme ça. Ce que je propose sinon, c'est de donner la parole à Stéphane Mocanu et puis de vous reprendre après si vous arrivez à vous reconnecter avec un meilleur micro. Allô, allô? Vous m'entendez ou pas? Non, c'est très mauvais, Raphaël. Allô? C'est pas possible. Sinon, je reviens après. Hop. Je désactive votre micro, puis on réessaye. Alors, désolé pour ce petit loupé. Est-ce que Stéphane, vous êtes bien en ligne, prêt à intervenir? Oui. Alors, du coup, c'est Stéphane Mocanu, enseignant-chercheur à l'ENSECUB, donc École Eau, Énergie, Environnement de Grenoble INP, et chercheur au sein du laboratoire informatique de Grenoble et rattaché à l'INRIA. C'est bien ça? Oui, équipe commune entre INRIA et laboratoire d'informatique de Grenoble. Voilà, à vous la parole, Stéphane. Merci encore. Merci Ingrid. Donc, bon, je suis universitaire, je vais vous présenter un point de vue un peu plus scolastique de la cybersécurité des systèmes énergétiques. Donc, je vais partir avec quelques exemples très rapidement. Je vais éviter la redite avec l'intervenant antérieur. Donc, quelques exemples d'incidents cyber qui motivent, on va dire, toute la démarche cyber. Très rapidement, quelques considérations sur le système industriel et énergétique. Un petit rappel pour ceux qui connaissent déjà, ou sinon une petite découverte des bases de la cybersécurité. On va parler des deux événements fondateurs du domaine, des événements célèbres, on va dire, et très médiatisés. Et je vais finir en parlant un petit peu du déploiement de la sécurité des systèmes d'information. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurité informatique de son système. Alors, si on regarde un peu de manière historique, on va dire, donc, pratiquement les premières attaques médiatisées contre des systèmes énergétiques ont eu lieu à l'Ukraine, sur le fond du conflit avec la Russie. Donc, entre 2014 et 2017, pratiquement, le grid ukrainien subissait une attaque par an, avec des conséquences plus ou moins importantes, donc des blackouts de la capitale ou de la partie du pays. Bon, on ne va pas dérouler tout l'historique si on s'approche un petit peu d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que le conflit hybride entre la Russie et l'Ukraine qui existe dans le monde, il y a aussi un conflit hybride, plutôt cyber, entre l'Inde et la Chine. Donc, il leur arrive au niveau étatique de se balancer des attaques informatiques. Donc, 2020, une des principales villes du Inde a subi un blackout pendant des heures et ça a affecté quand même 20 millions de personnes. Donc, derrière, il y avait un ransomware. En 2021, des centrales nucléaires brésiliennes ont subi des attaques ransomware. Ça fait un peu plus peur vu les potentielles conséquences. De nouveau, des attaques massives contre le réseau indien et l'Inde, mais directement la Chine. Question sur ces attaques. Donc, en 2021, on n'a pas beaucoup parlé, mais quand même très impressionnant, une attaque sur une application cloud. Donc, Volue est un fournisseur cloud
des applications d'optimisation des systèmes industriels en Norvège. Et cela a coupé d'eau pour 200 villes et 80% de la population norvégienne pendant à peu près une semaine. Alors, plus proche de nous, en 2023, encore des attaques au niveau étatique, des campagnes d'attaque contre des automates Unitronics qui ont été revendiquées par des groupes de pirates affiliés aux gardiens de la République iranienne. Pourquoi Unitronics? Parce que c'est une marque israélienne, donc c'est directement lié on va dire, au conflit de Gaza. Donc, 2024, donc ça c'est cette année, on a connu plusieurs tentatives d'attaque contre les barrages hydrauliques en France, heureusement sans conséquences graves, mais bon, ça a été revendiqué par des groupes de pirates informatiques russes. Bon, si on regarde quelques statistiques, donc le dernier bilan de sûreté publié par RTE en 2019, donc il mentionne environ 10 000 attaques par mois contre le réseau de transport d'électricité français, et ils étaient confrontés en 2018 à environ 200 nouveaux virus chaque mois. Alors, bon, ils n'ont pas publié d'autres rapports depuis 2019, mais l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, précise que toutes les attaques informatiques ont pratiquement doublé depuis la crise de Covid. Alors, donc, on va se poser la question pour quelles raisons ces attaques sont possibles. Vous avez eu quelques pistes dans la présentation antérieure. Maintenant, un petit rappel sur les systèmes industriels, et je vais essayer de les mettre en lien avec la vulnérabilité de ces systèmes et des attaques. Donc, les systèmes industriels sont construits principalement pour contrôler et assurer la sûreté du fonctionnement des processus physiques, quel que soit le processus physique. Donc, typiquement, les équipements les plus proches du processus sont ceux qui vont interagir directement, donc les capteurs et les actionneurs, et qui sont soumis à des contraintes de fonctionnement qu'on appelle des contraintes temps réel. Donc, il faut respecter des temps très stricts d'exécution des programmes. Donc, si on remonte un petit peu dans la hiérarchie logique de commande, on a un nouveau niveau qui est celui de contrôleurs, donc des automates programmables, des pupitres opérateurs, éventuellement des ordinateurs pour la programmation et la configuration des équipements. On a d'un nouveau des contraintes temps réel, donc des temps de réponse qui doivent être respectés de manière très stricte, mais un petit peu moins, on va dire, moins strict qu'au niveau des capteurs actionneurs. Plus vous montez dans l'hiérarchie informatique, dans le système industriel, plus vous vous approchez des composantes informatiques classiques, donc des bases de données, des systèmes de supervision et de journalisation des événements, et finalement, éventuellement, des systèmes qui permettent un suivi à distance et éventuellement un relevé de données du système à partir des connexions distantes. Alors, afin de faire la différence entre la partie très liée au temps réel et la partie plus informatique classique, on a créé depuis une dizaine d'années un acronyme OT pour Operational Technology, et l'idée c'était de mettre un petit peu une barrière, faire une différence entre le système IT classique, l'informatique classique et l'informatique liée au système industriel. Bon, généralement, l'ensemble, on l'appelle des systèmes cyberphysiques. Alors, le photovoltaïque est un système industriel comme les autres, donc on va rencontrer plusieurs types de procédés à bas niveau. Donc, le parc photovoltaïque avec les contrôleurs de charge qui vont interagir directement avec les panneaux solaires, les convertisseurs qui sont aussi connectés à un réseau, et finalement le poste électrique qui va acheminer l'électricité produite avec tout l'automatisme de poste, en particulier les relais de protection. Bon, on peut rajouter aussi les smart meters, donc des compteurs qui aujourd'hui ils sont aussi communicants. On remonte dans la hiérarchie, donc au niveau de contrôle, on a des contrôleurs de cellules, des contrôleurs de poste pour les postes électriques, et ensuite, au niveau supérieur, on va rencontrer le même type de technologie, de base de données et de supervision distante.
Alors, ce modèle a été généralisé par un organisme de normalisation nord-américain qui s'appelle NIST, North American Institute of Standards and Technologies, et ils ont formulé un modèle conceptuel de smart grid. Alors, bon, toute la partie photovoltaïque est quelque part en bas de ce diagramme, donc dans la partie génération. Ce qui est intéressant à noter, si vous regardez les flux d'échange d'électricité et d'information, c'est qu'aujourd'hui, un système énergétique est essentiellement un système d'information qui sert à optimiser quelque part dans la partie basse, dans la partie physique, les flux électriques entre la transmission, la génération, la distribution et les clients. Alors, ce modèle est important parce qu'il met en évidence le fait qu'on est confronté à un double réseau, d'une part réseau électrique et d'une part réseau informatique, que plusieurs acteurs sont impliqués. Donc, on a des interconnexions entre les exploitants, les consommateurs, les marchés, les sous-traitants, les producteurs d'électricité. Et pour cette raison-là, ce système connaît une exposition importante à des attaques informatiques. Donc, du côté de la cybersécurité, très rapidement, on va dire les bases de la cybersécurité telles qu'elles sont formulées par les standards. Donc, on vous a parlé dans le précédent exposé d'une norme internationale sur la cybersécurité qui s'appelle ISO 27000. Alors, ISO 27000 a défini l'actif primordial qui, on va dire, c'est le cœur de métier d'une entreprise. Bon, dans le cas présent, on parle plutôt d'un système énergétique, que ce soit la production, que ce soit la transmission ou la distribution. Donc, c'est l'actif primordial qu'il faut protéger. Mais, bien évidemment, afin de protéger cet actif primordial, il faut aussi protéger les actifs supports. Et les actifs supports sont d'abord le site, que ce soit le site de production ou le poste électrique, les opérateurs, le matériel, donc les ordinateurs, toute la partie réseau et communication, les logiciels que vous avez déployés afin de faire fonctionner le système, et l'organisation des systèmes, on va dire, tous les services qui permettent de faire tourner l'entreprise. Alors, donc l'objectif de la démarche cyber, c'est d'assurer la sécurité de l'ensemble de tous ces biens, donc les actifs primordiaux en premier, mais aussi les actifs support. Alors, on vous a parlé de vulnérabilité. Donc, effectivement, la vulnérabilité, on va dire, c'est l'objectif principal de la démarche cyber. Donc, la vulnérabilité, ça peut être effectivement une faute de programmation, mais ça peut être aussi une faute de configuration d'un équipement ou un non-respect de procédure ou un mauvais usage d'un équipement. Alors, la vulnérabilité, elle est la cible des menaces. La menace qui sont évidemment tous les méchants qui veulent prendre la main sur votre système, d'abord les groupes criminels, mais aussi des virus, des réseaux distants qui ont été usurpés par des pirates informatiques, éventuellement la menace interne, qui est particulièrement dangereuse parce qu'elle a tous les accès sur place. Et ces menaces-là sont des causes potentielles d'un incident. Pourquoi potentielles? Parce qu'elles peuvent passer à l'action si et seulement si elles vont trouver une vulnérabilité exploitable. À l'instant où la menace rencontre une vulnérabilité exploitable, on parle d'une attaque informatique. Donc, l'objectif de la démarche cyber, c'est surtout de réduire ou de rendre les vulnérabilités difficilement exploitables. Alors, couramment, est-ce qu'il y a des vulnérabilités dans le système industriel? Oui, il y a beaucoup, et il y a pas mal de vulnérabilités qui sont liées au fait que vous avez des contraintes en réel sur le temps de réponse des équipements et aussi liées au caractère embarqué, on va dire, des applications. Donc, historiquement, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, mais les automates programmables et les contrôleurs qui sont utilisés dans l'industrie ne sont pas protégés par des mots de passe, ou alors vous avez des mots de passe de type admin, et généralement, les opérateurs vont les garder tels quels. Le trafic, donc tout ce qui passe par le réseau, historiquement aussi dans le système industriel, n'est pas chiffré, n'est pas protégé pour des raisons très simples. Le chiffrement coûte très cher en termes de temps de calcul.
Donc, si vous avez des contraintes sur le temps de calcul et d'utilisation des processeurs, certainement, c'est un petit peu difficile de faire du chiffrement. Bon, à titre d'anecdote, j'avais travaillé avec un exploitant de panneaux solaires il y a quelques années, pas sur la cybersécurité, ça n'avait rien à voir, c'était sur la supervision industrielle. Et on travaillait avec des convertisseurs qui communiquaient sur un protocole propriétaire. Et le protocole propriétaire, bon, il n'était pas secret, donc c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à faire communiquer un système de supervision avec les convertisseurs. Bon, l'école a fait travailler un groupe d'étudiants dans un projet partenariat. Et on a regardé le protocole de communication, tout passait en clair, c'était carrément du texte. Donc, on a mis environ 2-3 heures pour retrouver les spécifications du protocole et décoder les données qui passaient. Peu importe le nombre de constructeurs, il ne s'agit pas de pointer du doigt les constructeurs, mais il faut garder à l'esprit le fait que les équipements industriels, le plus souvent, n'ont pas été construits pour la sécurité, justement pour des raisons d'exploitation et des contraintes temps réel. Alors, il n'y a pas de contrainte d'accès. Donc, typiquement, vous allez connecter un système de supervision à un automate programmable et personne... rien ne va contrôler l'identité du système de supervision. Il n'y a pas de contrôle des rôles là, c'est-à-dire que vous avez un utilisateur qui va se connecter, il a tous les droits généralement, de manière historique. Il peut programmer l'équipement, il peut relever les données, il peut l'utiliser comme il veut. Historiquement, pas de log de sécurité, donc ça, c'est assez terrible. Donc, pas seulement que vous pouvez vous faire attaquer sur les équipements industriels, mais il n'y a pas de trace de l'attaque. Bon, ça devient de moins en moins vrai. Donc, les constructeurs commencent à se mettre à jour et à s'aligner, on va dire, sur les besoins de sécurité du marché, mais on le sait bien, la plus grande partie des équipements qui sont utilisés actuellement, c'est ce qu'on appelle les équipements legacy, et donc, ils ont les failles de sécurité historiques. Beaucoup d'équipements sont connectés directement à Internet. Et il y a des sites et des moteurs de recherche spécialisés. Donc, j'avais fait un test hier, justement, sur des convertisseurs. On en trouve 4 en France. Voilà, donc des convertisseurs, on va dire que ce sont peut-être des particuliers qui ont leurs convertisseurs de panneaux solaires qui sont directement connectés à Internet, mais quand même, les moteurs de recherche publics peuvent le trouver. Alors, maintenant, on parle de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire si un système est sécurisé ou pas? Alors, vous vous posez la question peut-être, comment j'évalue la sécurité d'un système? Eh bien, il y a des réponses dans les normes, et en particulier, la norme 27000 propose 4 critères ou 4 objectifs de sécurité. Le premier, c'est la confidentialité. Donc, le fait que les informations qui circulent dans votre système vont être accessibles uniquement aux utilisateurs et aux systèmes qui ont été autorisés. Le deuxième, c'est l'intégrité. Donc, vous essayez de garantir que personne ne va modifier les données qui circulent dans votre système. Le troisième, la disponibilité. Donc, vos équipements ne vont pas, votre système ne va pas être mis hors service par une action malveillante. Et finalement, le quatrième, c'est la preuve. Donc, la preuve, ça peut être par exemple l'authentification d'un utilisateur ou la possibilité de tracer les actions qui ont été réalisées dans le système. Bon, on l'imagine bien, ce ne sont pas des choses qu'on peut mesurer, quantifier de manière mathématique, mais ce sont des critères ou des objectifs de sécurité qui typiquement sont évalués sur plusieurs niveaux, 4 niveaux en général, selon le niveau de la menace. Donc, vous êtes confronté à un pirate individuel, à un groupe cybercriminel ou à un État qui, enfin, à une menace du niveau étatique avec beaucoup de moyens et qui va s'intéresser à votre système. Alors, j'ai choisi 2 événements fondateurs, je les appelle fondateurs pour le domaine de la sécurité des systèmes énergétiques. Donc, c'est des événements un petit peu anciens. Le premier, ce n'est même pas une attaque informatique, c'est un cyberincident. Donc, c'est un incident involontaire, mais on va voir. Il a eu les mêmes effets dévastateurs qu'une attaque informatique. Donc, il s'agit d'un blackout des États-Unis, du nord-est des États-Unis en 2003. 2003, l'année de la canicule, c'était le cas aussi aux États-Unis.
Bon, l'incident, il est parti d'une erreur de maintenance. Donc, un opérateur a remplacé des capteurs de courant sans refaire un recalibrage du système. Et ben, cela a faussé l'image de l'état de réseau. Donc, ce que le dispatching voyait à l'écran, mais ce n'était pas la réalité. Donc, évidemment, toutes les mesures de courant étaient faussées. Donc, comme c'était l'année de la canicule et on était au mois d'août, la consommation d'électricité était très élevée, surtout aux États-Unis où les climats sont installés pratiquement partout. Et un des générateurs a été surchargé, ils ont dû l'arrêter. Le dispatching a essayé de redistribuer les charges, mais comme ils avaient une mauvaise image du système, ils ont fait des erreurs, évidemment, et ils ont surchargé une ligne électrique. Et la ligne électrique, étant surchargée, donc les câbles ont chauffé, ils se sont dilatés, ils se sont approchés de la Terre, et là, ils ont rencontré une vulnérabilité, qui est une vulnérabilité physique. Un arbre à proximité de la ligne électrique qui était mal élagué. Donc, il y a des normes d'élagage des arbres à proximité d'une ligne de haute tension. Les normes n'étaient pas respectées. Donc, du coup, ils ont perdu une ligne de haute tension. Et ensuite, un deuxième bug, cette fois un bug informatique, les a empêchés de recevoir les alarmes. Donc, pas uniquement ils avaient une fausse due de réseau électrique, mais ils ne recevaient pas les alarmes. Et ils ont perdu le réseau s'est écroulé en cascade. Donc, apparemment, on voyait le blackout de l'espace. Et ça a fini avec plusieurs milliards de dollars de pertes. 200 centrales électriques arrêtées et il y a eu même une centaine de morts dus à des mouvements de panique dans les grandes villes. Voilà. Donc, l'événement initial, on s'est rendu compte après que ça pourrait être aussi provoqué par une attaque informatique. Là, en l'occurrence, c'était une erreur de manipulation d'un opérateur. L'attaque, enfin, l'incident exploitait des vulnérabilités physiques et cyber. Ça a fini en empêchant la vue du processus, en empêchant le contrôle et en endommageant le système physique. Donc, derrière, un système de détection, on va dire, des attaques, il n'aurait rien vu parce qu'il n'y a pas eu de violation ni de protocole de communication, ni de la politique de sécurité. Bon, le deuxième exemple, c'est une attaque sur le réseau ukrainien qui s'appelle Industroyer. Donc, c'est une attaque qui date de 2015. Alors, ce qui se passe, c'est que quelque part, un réseau de distribution ou de transport d'électricité facilement attaquable parce qu'on connaît les fonctions qui sont implémentées dans les automates de protection. Pratiquement tous les réseaux fonctionnent à peu près de la même manière. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la distribution des charges et donc l'état du réseau, qui peut être très complexe et surtout dans le cas d'un grand pays tel que l'Ukraine, le réseau il est bien complexe. Alors, l'attaque a visé un serveur de base de données de processus, de base de données du réseau, donc on appelle cela un serveur OPC, ce qui a permis aux attaquants de cartographier le système. Une fois qu'ils ont identifié des équipements vulnérables, et les équipements vulnérables, au moins à l'époque, c'était notamment les interfaces en machine, donc ils ont ouvert des portes dérobées permettant des connexions à distance qui ont été exploitées par des ingénieurs ennemis, on va dire, qui se sont connectés à distance et qui ont commencé à envoyer des commandes malveillantes au relais de protection. Donc cela a fini avec la déconnexion de la partie du réseau. Donc, ça a empêché la vue du processus, la vue du réseau par la salle de contrôle, ça a empêché le contrôle, ça a endommagé le réseau physique parce que ça l'a mis en défaut pendant plusieurs heures. Ils ont perdu la protection, ils ont perdu la productivité et de la même manière, donc un système de détection des attaques, il n'aurait rien vu à l'époque car il n'y a pas eu de violation du système de communication. Alors, de manière générale, il y a des référentiels qui peuvent vous aider à évaluer et à identifier les conséquences des attaques. Un tel référentiel, c'est proposé par un organisme qui s'appelle Mitra, et c'est un tableau.
on appelle cela une matrice des attaques. Bon, c'est un tableau qui va lister les conséquences possibles, parmi d'autres, les conséquences possibles des attaques sur des systèmes industriels. Donc, il y a plusieurs catégories. On peut avoir du vol d'informations, donc on va voler vos données. On peut avoir des attaques sur la supervision, donc sur ce que la salle de contrôle ou le dispatching voit de réseau, donc entre modifier la vue, empêcher la vue ou désactiver totalement la vue du processus. De la même manière, des attaques sur le contrôle, donc vous empêchez d'envoyer des consignes ou d'envoyer des commandes au système. Et finalement, des attaques sur la sûreté de fonctionnement du système, donc une perte de disponibilité, une perte de la protection ou de la sécurité du système. Voilà, donc cela va jusqu'aux conséquences, on va dire, matérielles, la perte du chiffre d'affaires, donc perte financière ou des dommages matériels sur les infrastructures et l'environnement. Bon, je vais finir cette partie introductive. Bon, je vais éviter de redire ce qui a été dit dans le premier exposé. Donc, on connaît les principales voies d'attaque, donc les principales voies d'infiltration dans les systèmes industriels. Le tableau que vous voyez ici, il est sorti d'une étude de l'équivalent allemand de l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Donc, il publie un rapport un rapport statistique sur les principales voies d'infiltration dans les systèmes industriels à peu près tous les 4 ans. Donc, le dernier, il date de 2022. Et 2022, il y avait encore la clé USB verrouillée, laissée par terre, qui était effectivement la voie principale d'attaque dans les systèmes industriels. Vous allez retrouver dans ce tableau aussi les virus qui sont récupérés par Internet, l'ingénierie sociale, donc ce qui inclut le hameçonnage et le phishing. Donc, les vulnérabilités dans les chaînes d'approvisionnement ou des sous-traitants, et aussi les équipements qui sont connectés directement sur Internet. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire devant toutes ces menaces et toutes ces potentielles conséquences? Il faut déployer un système de sécurité, de gestion de la sécurité des systèmes d'information. Alors, c'est une démarche qui est standardisée aussi par ISO 27000. Moi, je ne vais pas vous parler de la démarche ISO 27000 aussi un petit peu, mais surtout, on va dire, du cadre général de la cybersécurité qui est proposé par le même organisme américain, le NIST, et qui est un formalisme, on peut dire, unanimement accepté dans la communauté cyber. Alors, c'est un processus cyclique. C'est un processus cyclique qui commence par une identification des risques, donc une partie évaluation des risques cyber, et c'est surtout sur ce point que je vais insister à la fin de l'exposé. Ensuite, un déploiement de mesures, donc vous allez installer des pare-feux, vous allez mettre en place des mesures organisationnelles, de la sensibilisation, de la formation, afin de réduire les risques cyber et les impacts sur le système. La détection des attaques, donc se rendre compte si le système il est en présence de menaces qui ont gagné de l'accès aux composants du système. Si vous êtes sous attaque, traitez les incidents. Et une fois l'attaque résolue, restaurer le système et recommencer l'activité. Donc, ce qui est important par rapport au contexte du webinaire d'aujourd'hui, c'est le rôle de la gouvernance, qui est celui d'établir la stratégie, les politiques et les objectifs de la sécurité informatique. Bon, je vais finir la partie un peu technique sur la gestion des risques, parce que c'est la première étape, quelque part l'étape cruciale du déploiement de la sécurité des systèmes d'information. Alors, si vous êtes habitué au risque industriel, c'est exactement la même démarche. Donc, ISO 27000, donc, la norme de sécurité des systèmes d'information pour la partie évaluation de risque s'appuie sur ISO 31000, donc la norme d'évaluation des risques. Donc, première étape, établir le périmètre de l'étude. Est-ce que vous allez vous intéresser qu'à la partie processus de votre système? Est-ce que vous allez
faire l'évaluation de risque aussi de la partie informatique généraliste de votre entreprise. Est-ce que vous allez prendre en compte les relations avec les sous-traitants, les clients et les fournisseurs? Ben, une fois que le périmètre est établi, ben, on va identifier les risques qui sont les risques sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du système. On va estimer leur pertinence. Est-ce que c'est vraisemblable? On identifie un scénario. Est-ce que ce scénario peut réellement arriver en pratique? Derrière cette analyse, ben, on va évaluer les risques. Donc, évaluer les risques, on va évaluer le coût financier. Est-ce que c'est pertinent de traiter ces risques-là? Est-ce qu'il faut sous-traiter l'activité? Est-ce qu'il faut l'abandonner? Ou est-ce qu'il faut accepter les risques? Une fois que l'analyse est OK, ben, passer à l'étape de traitement des risques. Et une fois le risque traité et le résiduel accepté, donc on met en place une revue périodique, une surveillance des mesures, de leur efficacité et une surveillance de vulnérabilité et de leur traitement. Et aussi, très important, communiquer et sensibiliser le personnel aux événements cyber, à la démarche et à la mise en place des systèmes. Donc, si vous êtes familier avec la gestion des risques industriels, vous allez reconnaître exactement le même processus que celui au contenir. Bon, donc le traitement des risques, réduction de risques, vous allez déployer des mesures, des contrôles, des équipements de sécurité, le transfert, donc par exemple, sous-traiter certaines activités qui présentent un risque trop élevé, l'acceptation ou éventuellement abandonner certaines activités ou les sous-traiter. Et un dernier mot, justement sur le rôle de la gouvernance. Donc, très important, la maintenance de la sécurité est cruciale. Donc, déployer des mesures de sécurité sans faire une évaluation périodique et sans faire de la maintenance, c'est pratiquement inutile. Donc, on sait bien, la cybersécurité évolue, les techniques d'attaque évoluent, les systèmes évoluent, donc il faut mettre en place un processus cyclique et qui est réévalué périodiquement. Donc, la partie gestion et gouvernance, elle est fondamentale parce qu'il faut établir la politique de sécurité, allouer les moyens. Donc, je reprends un petit peu le même point qui a été présenté dans le premier exposé. Évaluer les risques. Donc, vous allez être impliqué dans l'évaluation des risques et surtout dans l'évaluation du coût des mesures par rapport au coût des pertes, surtout perte de la disponibilité et chiffre d'affaires. Donc, mise en place de mesures organisationnelles, sensibilisation et formation du personnel et la revue du processus. Donc, tout le processus de réévaluation périodique de l'état d'avancement de déploiement et de l'efficacité des mesures mises en place. Bon, également, si c'est le cas, donc mettre en place des causes partenariales, donc par exemple, demander certaines certifications aux fournisseurs ou mettre des conditions sur les échanges d'informations avec les clients et les partenaires. La communication interne et aussi la communication de crise sont également dans le rôle de la gouvernance. Voilà, c'est tout pour ma partie et merci de votre attention. Merci beaucoup Stéphane pour cet exposé très complet. On rappelle qu'on partagera les slides si vous en êtes d'accord. Et on va réessayer de donner la parole à Raphaël Vignon-Davilliers puisque effectivement le sujet de la gouvernance est un sujet qui revient et on aimerait bien l'entendre sur ce sujet. Est-ce que la connexion est meilleure, Raphaël? Est-ce que vous m'entendez? Ah bah oui, c'est meilleur. Enfin. Bon, alors je suis désolé pour ce petit contretemps. Alors, si je fais ça, est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas pour l'instant. Sinon, je peux partager pour vous si vous voulez. Oui, à la limite, oui. Attendez, je vais juste faire. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Non, pas du tout? Non, toujours pas. Bon, si vous pouvez partager, on va pas perdre de temps et puis on va avancer. Voilà, je partage. Ok.
Vous voyez bien mon écran? Moi, non, Oui. mais ouais, ok, c'est en train de charger, je suppose. Ok. Raphaël Vignon-Davy, effectivement, moi je suis président cofondateur de la société Evisis. Nous sommes basés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et en fait, on accompagne les sociétés PME, TI industrielles dans la problématique de la cybersécurité, notamment en proposant des services de RSSI temps partagé. Donc le RSSI, c'est le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Il a pour objectif d'accompagner les dirigeants de PME et ETI sur les problématiques de cybersécurité. Alors pourquoi proposer des services de RSSI temps partagé? Ce qu'on se rend compte, c'est que la nécessité de mettre en place de la gouvernance et on va dire opérer, gérer au quotidien la cybersécurité ne représente pas forcément un temps plein au sein des PME ETI et que pour pouvoir faire la progression, il est important d'avoir quelqu'un et que cette personne peut être en temps partagé pour vous accompagner sur la partie cybersécurité. Donc on a créé V6, si vous pouvez passer à la planche 3, s'il vous plaît, Ingrid. Donc nous, on collabore beaucoup dans la partie industrielle. Il y a un gros savoir-faire. Nous avons un gros savoir-faire. Il y a des problématiques importantes et il va falloir, notamment comme disaient les interlocuteurs précédents, pouvoir anticiper les changements de réglementation qui arrivent, anticiper les problématiques de gestion avec vos partenaires, anticiper les problématiques aussi avec vos clients qui peuvent vous demander de plus en plus de vous conformer à un certain niveau d'exigence cybersécurité et aussi de vous conformer à une certaine réglementation. Alors si on peut passer sur les deux planches suivantes, sur la planche 5, s'il vous plaît. Je vois pas les numéros, désolé, mais Alors, on enchaîne, c'est celle qui s'appelle contexte des systèmes du contexte industriel. Hop, voilà. Je pense c'est qu'on... où? Contexte, notre offre. non, juste au tout début, juste après la planche qui s'appelle la nécessité d'une gouvernance cyber. Voilà, pardon. Ok, non, pas de souci. Donc, comme vous le savez, souvent les systèmes industriels sont contrôlés, pilotés par des systèmes de conduite industrielle qui vous permettent en fait d'interagir avec vos composants industriels et on va dire, d'appliquer vos processus industriels et d'opérer votre système industriel. Ces systèmes, souvent, sont des systèmes qui ont été designés il y a une vingtaine d'années, 25 ans. Par défaut, la cybersécurité n'était pas embarquée dans ces systèmes industriels pour la simple et bonne raison, c'est que ces systèmes n'avaient pas d'interconnexion, ils étaient très souvent locaux sur un site. Ils permettaient uniquement à vos opérateurs et aux ingénieurs de conduite de production d'opérer votre système industriel, du système industriel, et juste de remonter des indicateurs pour la bonne conduite du système industriel. Ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, ces systèmes de conduite industrielle sont interconnectés avec le monde extérieur, sont connectés avec votre réseau de bureautique IT, votre réseau bureautique, souvent pour produire des indicateurs à diverses échelles. Ça va être des indicateurs d'état de production, de qualité d'enchaînement de vos processus, mais aussi des indicateurs sur à rentrer sur des ERP, etc., pour alimenter le client en termes de données opérationnelles, et puis aussi, par facilité d'usage, proposer des services de remote, d'accès à distance, notamment depuis le Covid, qui a accéléré cette problématique d'accès distant, et puis aussi des problématiques de maintenance prédictive, d'organisation de la maintenance, où vos partenaires de vos systèmes, en fait, demandent de plus en plus de pouvoir accéder à distance pour pouvoir organiser la maintenance et anticiper la maintenance. Ce qui fait que ces systèmes qui au départ étaient, on va dire, plutôt fermés, plutôt en mode autonome, deviennent des systèmes ouverts et on voit apparaître que la menace, si vous pouvez passer la planche d'après, s'il vous plaît, Ingrid, la menace devient croissante et de fait de cette interconnexion, on ouvre de plus en plus la menace cyber. Ce qui fait qu'en fait, c'est la transformation numérique apporte de nouveaux usages. Elle va vous facilite en termes de qualité de service, en termes d'efficience, en termes d'efficacité de vos personnels, aussi d'éviter des coûts de déplacement de vos mainteneurs. Mais en revanche, il y a une contrepartie, c'est que la menace cyber augmente et qu'il va falloir la prendre en compte et mieux la prendre en compte. C'est là où la problématique de la gouvernance cyber apparaît. C'est-à-dire qu'on expose de plus en plus nos systèmes de contrôle industriel à de la menace cyber, de ce que je disais, parce qu'on ouvre un certain nombre de sujets, et donc il faut anticiper. En quoi consiste la gouvernance cyber? C'est bien simple, c'est avoir une capacité d'avoir une photo de votre état des lieux et une photo de qu'est-ce que vous faites, quels sont vos besoins,
quelles sont vos interactions, où sont vos points d'entrée sur votre système industriel et en quoi vous êtes exposé par rapport à un certain nombre de menaces qui viennent du monde extérieur. Donc, la première partie de la gouvernance, et la gouvernance consiste à vraiment vous donner cette visibilité, vous établir une feuille de route et voir exactement comment vous allez accompagner à augmenter la maturité de votre système industriel, à couvrir à couvrir la menace cyber et à répondre à tous vos enjeux qui sont en train de bouger. On a introduit tout à l'heure un certain nombre de normes qui apparaissent, la NIS 2, la 62443 qui est maintenant un volet assez consolidé sur la cybersécurité. Mon prédécesseur a parlé du NIST aussi qui apporte un certain nombre de contraintes cyber. Ben, la gouvernance va vous permettre de vous préparer, de mieux comprendre ces problématiques réglementaires, de comprendre où sont vos points de défaillance cyber et de mettre en place une feuille de route et de mettre en place un axe de progression pour qu'on soit conscient des enjeux de la cybersécurité sur votre périmètre et qu'on puisse aller à un but, enfin, atteindre l'objectif que l'on se sera fixé. On sait tous que les systèmes industriels sont des systèmes assez contraints. Bon, c'est pas facile de les éteindre, c'est pas facile de faire la maintenance, c'est pas facile de changer radicalement leur paradigme pour intégrer des solutions de sécurité. Et donc, on sait qu'on s'inscrit dans un temps long. Qui dit s'inscrire dans un temps long dit forcément donner de la visibilité, donner des indicateurs, du pilotage et donc avoir ce niveau de gouvernance. Typiquement, j'ai un client dans l'industrie en ce moment où on part de ça. C'est une unité de valorisation énergétique sur la région parisienne qui partent de zéro, qui se sont rendus compte qu'ils avaient un problématique cyber, ils étaient de plus en plus en interaction avec des fournisseurs, avec des clients, avec différents tiers sur la partie SI industrielle, et donc ils nous ont demandé de comprendre quels étaient leurs enjeux de cybersécurité, quelles sont leurs problématiques et comment on peut y résoudre sur un temps long. Donc sur un temps long, c'est-à-dire définir une gouvernance avec des points de visibilité à 6 mois, 1 an, 3 ans, pour qu'on puisse prendre en compte ces sujets de la cybersécurité et qu'on puisse les accompagner sur divers volets. Ça va être des volets techniques pour couvrir les vulnérabilités et proposer des axes d'amélioration de la cybersécurité. Ça va être un accompagnement au changement auprès des personnels pour changer leur paradigme autour des usages sur le SI industriel. Et puis, ça va être aussi, chose importante, de revoir les contrats que vous avez avec vos sous-traitants et avec vos partenaires pour vous assurer qu'on est capable d'intégrer les sujets de cybersécurité et que quand ils viennent s'interfacer, s'interconnecter avec vos systèmes, la cybersécurité soit correctement prise en compte et qu'on puisse anticiper la problématique cyber. La gouvernance de la cybersécurité ne va pas vous permettre de vous dire maintenant j'ai de la cybersécurité qui est prise en compte, j'aurai plus jamais de problème autour de la cybersécurité. La gouvernance cyber, elle va être là pour vous permettre de mettre sous contrôle, aussi bien que vous avez un processus industriel qui est sous contrôle, la gouvernance va vous permettre de mettre sous contrôle la cybersécurité. Et si demain vous avez un risque, ce risque, vous l'aurez scénarisé, vous l'aurez anticipé. Si une menace apparaît sur votre système ou un incident de sécurité, vous serez capable de réagir correctement et vous aurez minimisé son impact parce que vous aurez mis en place des briques de sécurité en amont. Et pour la partie réactive, vous aurez entraîné vos équipes, vous aurez préparé vos équipes au cas d'une crise cybersécurité et tout le monde sera prêt pour limiter l'impact, limiter les pertes sur votre chaîne de production et sur votre système industriel. C'est exactement comme vos processus anti-incendie que vous mettez en place, ils sont gérés, anticipés, on a essayé de préparer les scénarios. Le chef de quart ou le chef de surveillance ou d'opération de votre système industriel a ses fiches réflexes autour des systèmes incendie et comment je réagis en cas d'un incendie. Il doit avoir la même chose sur la partie cyber pour bien intégrer cette partie cyber en aval en cas de crise. Donc le volet gouvernance, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne où je pars d'un point A, je veux aller à un point B. Je sais que j'ai une échelle de temps qui va être forcément longue parce que souvent on part de pas grand-chose et ça va nous permettre de manière pragmatique à comprendre et donner de la visibilité pour prendre en compte la cybersécurité dans un temps long autour de votre chaîne autour de votre chaîne industrielle. Pardon. Si on peut aller sur la planche juste après. En termes d'exemple, oui, la planche avec les exemples, en fait, c'est ça. Je vous ai juste remis quelques exemples, des exemples autour d'attaques de chaînes industrielles. On en a vu des problématiques. Alors, je n'ai pas repris directement des exemples autour de la partie énergétique, mais même si celui du milieu parle de ce qui s'est passé en Ukraine, où là, ça reste un contexte particulier parce qu'on est dans un contexte de conflit, etc. Donc, c'est un peu particulier, mais je peux vous prendre l'exemple dans les systèmes de l'eau que je connais aussi bien. On a la SIAP en région parisienne, qui est le syndicat
de protection et d'assainissement de l'eau pour toute la région parisienne, qui en fait a subi une attaque et qui a touché son système industriel, pas de manière directe, parce que bien souvent le système industriel est quand même pas directement exposé, mais de par l'interconnexion avec le système bureautique qui était mal maîtrisé entre la chaîne de production industrielle et le système bureautique, on a réussi, ils ont subi une attaque qui fait que un ransomware s'est propagé depuis du phishing sur le réseau bureautique et qui a réussi à impacter un certain nombre de composants de la chaîne industrielle de par cette interconnexion entre le système industriel et le système bureautique qui était mal identifié, mal répertorié, qui n'avait pas les mesures de sécurité adéquates et qui a permis à un phishing et un ransomware de se propager sur le système de production industrielle. Ce genre de scénario, on les a vus aussi en Italie sur des chaînes de production d'eau en Italie, aux États-Unis, etc. Donc, c'est là où je dis, il est vraiment très important, de par la gouvernance, de comprendre d'avoir la photo la plus nette possible et de mettre en place les axes de progrès pour faire progresser votre cybersécurité sur votre composant industriel et autour de votre système d'information qui compose votre entreprise. Si on peut aller juste sur la planche Ouais, d'après, Raphaël, Ingrid. je pourrais vous demander juste de conclure parce que Oui, Ok, c'est la conclure. super. Voilà, c'est juste, voilà, pardon. Et donc, cette gouvernance, c'est vraiment un cycle d'amélioration continue où on a des phases de surveillance, on a des phases d'identification, on a des phases d'évaluation, on a des phases de traitement. Le RSSI est là pour vous aider à coordonner et piloter l'ensemble de ces éléments pour vraiment que votre cybersécurité soit un cycle d'amélioration continue et qu'elle s'inscrive dans le temps et que vous soyez surtout capable de pérenniser la cybersécurité. Il est bien important de comprendre qu'à un moment donné, on fait une photo de savoir où est-ce qu'on en est. À partir du moment où on a pris la photo, le flou réapparaît si on ne prend pas en compte d'assurer la continuité. Donc, la cybersécurité est un axe d'amélioration vraiment continue pour être sûr que votre système évolue avec l'évolution des menaces et que vous soyez tout le temps au mieux protégé par rapport aux menaces qui évoluent sur le terrain de la cyber. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisserai découvrir les offres qu'on propose lors de la relecture des planches qui seront distribuées par Ingrid. Merci Ingrid. Merci beaucoup, Stéphane. J'arrête le partage. Je suis désolée d'accélérer un petit peu, mais on est un petit peu juste dans les temps et je voulais donner la parole à notre dernier intervenant sur les réponses apportées par les polices d'assurance, les polices cyber-risque. Donc, Pierre-Yves Bordeaux de BCS Assurance. En mode présentation, peut-être on verra mieux en mode plein écran pour vos diapos, mais sinon, on vous entend pas. Oui, bonjour à tous. Ingrid, vous m'entendez bien? Oui, ça y est, c'est bon. Ok. Alors, vous n'êtes pas en plein écran, en mode... Ouais, voilà. J'essaye. Parfait. Voilà. Du coup, j'enlève la vidéo. Voilà. À vous. Je me présente juste. Voilà. Et on va ménager de la bande passante. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon support? Toujours, oui. Parfait. C'est parfait. Alors, donc j'interviens en bout de chaîne et c'est logique, puisque... Alors, attendez. J'essaie de résoudre un problème technique. Voilà. Puisque l'assurance, évidemment, c'est en bout de chaîne un transfert que l'on fait du risque à un tiers qu'on appelle l'assureur, donc c'est tout à fait logique. Juste pour me présenter en 30 secondes, moi je suis courtier d'assurance depuis 25 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas. Mais ça fait depuis 20 ans que je conseille et que je suis courtier dans les énergies renouvelables. Voilà. J'ai créé mon propre cabinet il y a 8 ans maintenant qui s'appelle BCS. Pour que vous compreniez bien, BCS, c'est un courtier d'assurance spécialisé dans les ENR avec deux expertises principales, toutes les assurances des SPV sous financement de projet, hein, donc toutes les sociétés d'exploitation de centrales éoliennes, PV, méthanisation ou encore hydroélectricité, mais aussi toutes les assurances pour tous les acteurs de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, avec notamment une problématique prépondérante sur la partie responsabilité civile professionnelle et décennale. Voilà. Sachez que BCS est un adhérent de la première heure, déjà sous mes casquettes d'employeurs différents des syndicats professionnels ENR, mais de la première heure pour Aura Digital Solaire aussi. Et puis j'ai déjà été adhérent de Tenardis. Voilà.
très rapidement pour que vous puissiez me positionner. Je ne vais pas vous assommer de chiffres sur le risque cyber. On en a déjà parlé avec mes collègues intervenants avant. Ils sont plus compétents que moi. Par contre, je voulais juste vous faire passer un petit message que je n'ai pas entendu jusqu'à présent. C'est que sans faire de marketing de la peur, comme disait le premier intervenant, il y a quand même quelque chose qui, pour moi, doit être complété ici, c'est qu'au-delà des vulnérabilités que nos organisations et que nos systèmes d'information ont par rapport à nos pratiques de métier, de productivité, etc., il y a un bloc, le bloc ici à droite, en bas, qui me semble très très important, qui est le renforcement législatif et réglementaire qui pèse sur nos organisations. Vous le vivez tous, depuis les premières réglementations de la CNIL, par exemple, jusqu'à la RGPD et encore un dernier bloc de l'Union européenne qui va nous arriver bientôt, mais je passe les détails. En fait, ce qui m'intéresse de vous donner comme message par rapport à ça, c'est que au-delà des vulnérabilités qui augmentent, au-delà des menaces qui augmentent, puisque on a de plus en plus d'États ou de malveillants ou de hackers qui s'amusent, on a aussi de plus en plus de responsabilités qui pèsent sur nos organisations. Et ces responsabilités induisent aussi des nouveaux risques, et y compris des risques de sanctions assez importantes. Voilà, donc j'en parle pas plus, c'est pas le sujet du jour, mais c'est quelque chose qui, je trouve, méritait d'être dit ici. Rapidement, quelques exemples de sinistres dans les ENR, on l'a un petit peu évoqué. Je vous donne l'exemple du sinistre Sabella, belle PME bretonne qui malheureusement d'ailleurs a déposé son bilan il n'y a pas très longtemps cette année. Il fabriquait des prototypes d'hydroliennes, donc vous savez ce sont des turbines immergées dans les courants marins, et Dieu sait qu'on en a des puissants, voire des beaucoup plus puissants que nos vents. Donc c'est une techno d'avenir, mais toujours est-il que ils ont plongé leur hydrolienne au large d'Ouessant, puisque c'est un des beaux courants que l'on a. Et en 2015, ici on a un hacker a pris le contrôle de cette hydrolienne, donc il a piraté les serveurs de communication de la turbine, puisqu'on avait bien un câble à fibre optique jusqu'à l'île d'Ouessant, mais on avait aussi une liaison Internet par satellite avec le centre de contrôle de Quimper. Et il a réussi à mettre un virus qu'on appelle CryptoLocker. Donc il a interdit, il a bloqué l'accès au contrôle de l'éolienne. Et ça a duré une quinzaine de jours avant que Sabella trouve la solution avec ses experts, avec ses forensiques. Mais pendant ce temps-là, évidemment, on a eu une demande de rançon qui est toujours très bien étudiée. 4 000 $ seulement, vous allez me dire, mais c'était par rapport à la taille de l'entreprise et à ses moyens. Donc c'est vraiment très malin. Sachez que l'université de Tulsa aux USA, en 2017, ils ont mené une expérience pour pirater des parcs éoliens anonymes aux États-Unis, donc avec l'autorisation bien sûr bienveillante des exploitants de parcs. Donc j'ai trouvé ça dans un rapport DNV. En fait, ils ont réussi assez facilement à prendre le contrôle de certaines éoliennes pour l'empêcher de tourner. Je n'insiste pas. Là encore, ils se sont servis des vulnérabilités du serveur de l'éolienne. On a parlé des systèmes SCADA. Vous savez que dans les énergies renouvelables, c'est la norme, en fait, le système SCADA pour monitorer grâce à pas mal de capteurs toutes ces machines, notamment en éolien et en photovoltaïque. En 2022, plus récent, cyberattaque qui a permis le contrôle à distance de près de 11 gigawatts. C'est monstrueux. Donc c'est une cyberattaque qui avait touché un réseau satellitaire avec des coupures de connexion Internet pour des milliers d'Européens en conséquence. On a eu un sinistre en PV là au premier semestre 2024, donc ça vous intéresse plus directement, vous qui êtes peu ou prou sur le PV. Donc c'est un pirate informatique néerlandais, il n'en était pas d'ailleurs lui à son premier méfait, mais il est parvenu à prendre le contrôle de 4 millions de centrales solaires
répartis dans 150 pays. Donc, il s'appelle Wietse Boonstra. Il se dit hacker éthique. Il a repéré une faille dans les logiciels internes d'Enphase. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une attaque qu'on appelle DDoS. Au total, il a vu 6 vulnérabilités qui lui ont permis de prendre le contrôle. Voilà. Il a ensuite gentiment prévenu Enphase et tout est rentré dans l'ordre en moins de 24 heures. Voilà. Mais ça vous montre à quel point on a des vulnérabilités, que quelque part le problème, la question n'est pas de se dire si le problème va arriver, mais plutôt quand. Voilà, quand on commence à avoir une certaine taille en PME et notamment dans les énergies renouvelables ou dans les infrastructures d'énergie. Hein. Mon sujet du jour, c'est évidemment les solutions de transfert de ce risque cyber à un tiers qui est l'assureur, hein, et au marché d'assurance. Et Dieu sait qu'on a un marché de l'assurance très compétitif en cyber-risque et fraude au-delà. Hein. Il représente environ 500 millions d'euros de primes. Aujourd'hui, donc c'est une niche, hein, et une petite ligne dans le grand monde de l'industrie assurantielle, mais c'est quelque chose qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur avec une croissance à 2 chiffres. Ce que je peux vous dire sur ces polices d'assurance, c'est qu'on a 3 blocs de garantie distincts qu'il convient de bien comprendre. Je vais commencer par le bloc à droite, qu'on appelle les risques de dommages aux biens. Pourquoi on appelle ça les risques de dommages aux biens? Parce qu'on va considérer vos biens naturels au niveau du hardware, donc tout ce qui est PC, serveur et autres, vos systèmes d'information, tout l'ensemble logiciel, pack et autres applis internes, externes ou autres, et bien sûr toutes les données qui vous appartiennent. Donc, ça fait partie de vos biens. Donc, forcément, quand on va venir les voler, les modifier, les soustraire, les détériorer, les induire en erreur, etc. Donc là, je vous rappelle que c'est les défaçages, donc c'est-à-dire les modifications de vos sites internet sont courants. On a de plus en plus de rançongiciels. On a des erreurs aussi qui viennent des organisations elles-mêmes, hein, en interne. On a aussi des incidents sur les IT. C'est pas forcément que des pirates et des hackers malveillants qui sont derrière. Donc évidemment, là, on vient toucher à l'intégrité de vos biens. Encore une fois, qu'ils soient hard, soft ou purement immatériels comme les data. On peut avoir derrière de l'impossibilité d'utilisation avec les cryptages, on en a parlé tout à l'heure, l'arrêt de tout ce qui est des systèmes d'information, les SI, tout ce qui est externalisé comme le cloud par exemple. Tout ça peut aboutir à des problèmes de type déni de service, par exemple, sur un site commercial web, ce qui pourrait être une catastrophe pour certaines entreprises. On peut avoir de la contamination pure sur ces systèmes d'information et ces data, donc les attaques logiques, les virus. La conséquence, c'est qu'on a des pertes d'exploitation, on en a un petit peu parlé avec l'un des intervenants avant. En fait, là, ce qu'on va couvrir sur ce type de police, c'est non seulement la reconstitution de vos biens, hein, donc si c'est du hard qui s'est trouvé en bris ou en incendie ou en dommage électrique, bien sûr, on va couvrir le remplacement à neuf, mais si c'est les data, on va couvrir la reconstitution de ces données. Donc, on va aller loin dans les archives, etc. Pour tout ce qui est perte d'exploitation, c'est à partir du moment où vous ne pouvez plus avoir de chiffre d'affaires à cause de ce type d'événement, on va couvrir toutes vos charges fixes, hein, la marge brute, c'est-à-dire toutes vos charges fixes, les salaires, etc., qui continuent à courir pendant ce temps-là. On couvre aussi sur ce bloc de garantie dommages aux biens tout ce qui est frais supplémentaires d'exploitation. Imaginez que vous avez un cloud qui marche plus, on va chercher un autre prestataire cloud, et dans ce cas-là, il y a des frais de transfert, potentiellement des coûts accrus qu'on va couvrir également.
Voilà, ça c'est le premier point, c'est tous les dommages à mes propres biens. Ok. Il y a un deuxième bloc de garantie qu'on oublie souvent et que ce genre de police vient mélanger avec la partie dommage, c'est évidemment la partie responsabilité civile. Donc tous les engagements que j'ai vis-à-vis de tiers. Et Dieu sait que quand on est dans ce monde interconnecté, Dieu sait qu'on en a. Je vous donne juste un exemple. Si on est exploitant d'une centrale éolienne ou d'une centrale PV, on utilise bien évidemment des systèmes SCADA qui sont des SAS en fait entre plusieurs tiers et ils peuvent être nombreux. Et si je prends par exemple quelqu'un qui n'est pas l'exploitant mais le gestionnaire de l'actif, hein, vous savez qu'il y a des boîtes spécialisées dans la gestion d'actifs des centrales ENR. Ils vont finalement manipuler des datas qui ne leur appartiennent absolument pas, ni de A jusqu'à Z. Et donc, ils sont redevables de cette utilisation vis-à-vis des tiers. Donc, toute atteinte à ces données, qui serait leur faute, par exemple par un piratage sur une des failles de leur système, ce serait évidemment, leur responsabilité serait mise en jeu non seulement par les tiers, mais potentiellement aussi par les autorités publiques. Donc, ce qu'on a comme atteinte, c'est des atteintes aux données personnelles. Ça, c'est tout ce qui est du ressort de la législation sur les données vie privée. Mais ça peut être confidentiel, hein, quand on parle des systèmes SCADA, potentiellement, il peut y avoir du big data sur une entreprise, sur un gros utility, par exemple, ou un IPP. Vous pouvez avoir des brevets qui traînent par là aussi, avec des notions de propriété intellectuelle. Donc, je pense aux fabricants de modules, de systèmes, d'onduleurs, d'éoliennes. Vous pouvez avoir, et je vous l'ai montré dans les exemples de sinistres, des interruptions de service, hein, des prises de contrôle, des interruptions de service, des réclamations du coup de tiers. Je vous rappelle que si vous êtes engagé à fournir le réseau et que vous ne pouvez plus alors que tous les voyants sont ouverts en termes de lumière ou de vent, vous allez être sanctionné par le gestionnaire de réseau ou le client final d'ailleurs qui consomme votre électricité. Bien sûr, vous pouvez avoir des atteintes à la sécurité du réseau. Dans sa globalité, vous pouvez en être à l'origine. Donc tout ça, on va le couvrir dans ce bloc de responsabilité civile. On a aussi des garanties sur lesquelles je passe très vite, mais où on va vous aider à publier dans les médias non seulement les informations, mais aussi potentiellement les kits de réparation, si ça touche d'autres tiers que vous. On va couvrir tous les frais de défense, tout ce qui est externalisation et sous-traitance. Voilà. Sur le troisième bloc de garantie, j'insiste sur ce troisième bloc parce qu'il me paraît fondamental. Là, vous voyez que c'est des polices un peu hybrides, hein, ces polices cyber, puisqu'on va mélanger du dommage, de la responsabilité civile, mais on va aussi mélanger tout un tas de services d'assistance qui me semblent, moi, primordiaux. En bout de chaîne, hein, quand malheureusement le sinistre survient. Donc, vous avez des hotlines 24/24 avec des experts de l'assureur, tous les frais de notification, de modification, de communication que la législation vous impose. Je vous rappelle, c'est dans les 72 heures. Hein. Tout ça, c'est couvert par ces polices et l'assureur vous aide à les formuler et à respecter la législation. Il y a évidemment les frais d'experts. Dieu sait qu'ils doivent intervenir rapidement. Donc on appelle les forensiques, hein, qui vont mener des enquêtes, qui vont vous aider à restaurer tous les systèmes d'information, les datas, plus les systèmes de monitoring derrière pour voir que effectivement la faille a bien été comblée. La mise en lien avec tous les avocats, conseil juridique, la couverture des frais de défense, tous les frais en cas d'enquête d'une autorité de contrôle et potentiellement elle peut être diligentée, toutes les sanctions pécuniaires, notamment des autorités publiques. Il y a tout un système de pénalités, mais il y a par exemple les pénalités PCI DSS qui sont en cas de non-respect de cette norme qui fait référence. Vous avez évidemment de l'atteinte à l'image, donc on va vous aider à restaurer par une gestion de crise votre notoriété, votre image, que ce soit en interne au niveau du groupe, mais aussi en externe avec des solutions au niveau des médias.
Voilà. Je vous donne un exemple de service d'assistance sur nos polices. Généralement, dans les 72 heures qui suivent un sinistre de type cyber, on a des mesures d'urgence dans les 72 heures. On peut débloquer 15 000 euros tout de suite. Service d'urgence, assistance informatique, consultant en gestion de crise. Et au-delà, comme je vous le disais, on couvre les frais de notification, de monitoring, d'atténuation du risque, de restauration des données. Voilà. La réactivité dans ces cas-là, elle est primordiale. Comme l'a dit un de mes collègues intervenants, généralement, tout se passe le jour même. C'est pas sur plusieurs jours. Et même si ça se passe sur le jour même, potentiellement, un forensique va mettre 200, 250, parfois plus d'une année à trouver où était la faille. Donc, c'est important de réagir très, très vite. Les avantages de ces contrats, vous verrez, je vous le dirai un petit peu après, mais ces contrats n'ont pas forcément besoin d'être souscrits par votre organisation. Il y a une étude à mener pour voir s'il y a une pertinence. Au niveau des avantages, déjà, c'est qu'on a un process de cotation qui est très simple, très rapide, pour avoir une idée du coût et des garanties. Si jamais vous souscrivez ce type de contrat, vous avez compris que la réactivité des assureurs et de tout leur écosystème d'experts et de conseils est vraiment intéressante et pertinente selon moi. On a encore des primes peu élevées sur ce marché spécifique qui reste très dynamique avec, j'allais dire, une petite dizaine, 7-8 assureurs qui se sont spécialisés et qui se tirent la bourre, et on a vraiment moyen d'optimiser les primes et les garanties, malgré les sinistres. On peut cumuler ce genre de produit avec d'autres garanties type fraude, parce que au-delà des risques cyber, vous avez aussi la fraude classique, comme la fraude au président, qui parfois peut se mêler aussi à du risque cyber, quand on commence à utiliser de fausses adresses email, par exemple, mais aussi sur du plus classique, comme par exemple détournement de fonds en interne. Et ces contrats interviennent en complément. C'est important de comprendre qu'on n'est pas en cumul d'assurance par rapport à d'autres polices, on vient en complément de garanties existantes dans les polices classiques. Donc vos polices de dommages type incendie, multirisque ou responsabilité civile, par exemple RC Pro ou autres. Et même si on trouve par-ci, par-là quelques-unes de ces garanties, si par bonheur on les trouve, elles sont généralement sous-limitées, elles sont partiellement couvertes, et en plus on a généralement pas mal d'exclusions. Je vous montre le type de travail qu'on peut faire, d'études sur les polices. Là, vous voyez que en colonne, vous avez les polices traditionnelles, et tout à fait à droite, le contrat cyber. Donc, vous voyez qu'en rouge, par rapport aux garanties qui sont listées en ligne, vous voyez que les polices classiques ne répondent pas, ou que très rarement ou partiellement. Voilà, d'où le orange ou le rouge quand c'est pas du tout couvert. Le contrat cyber, lui, il se pose pas de questions, il va tout couvrir. Je vous propose de conclure, parce que là, on a déjà retenu nos participants 15 minutes de plus par rapport à l'horaire initial. Donc, ouais. un petit mot de conclusion, s'il vous plaît. Ouais, tout à fait. Ce qui est intéressant, que vous souscriviez ou pas à une police d'assurance cyber, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous posez la question de souscrire une police cyber, vous allez enclencher de notre fait, même si le process de cotation est simple, vous allez enclencher une étude, un audit chez vous. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Je vous en donne juste une ou deux avant de conclure. Quel type d'interruption d'activité pourrait être déclenché par des dysfonctionnements du matériel informatique? Quelle valeur vous pouvez attribuer aux data qui vous appartiennent ou qui appartiennent à celles de tiers? Quels sont vos niveaux d'engagement, par exemple contractuels, dans vos contrats avec vos fournisseurs, vos clients, etc. Les scénarios, tout ce qui est scénario connexe de fraude, aussi, ça fait partie des bonnes questions. Et ça, c'est avec des experts, avec les intervenants d'avant, que vous allez, avec qui vous allez faire cet audit et cette étude. Okay, et nous, on s'en servira
pour justement être en risk management, c'est-à-dire se poser les bonnes questions de savoir si vous conservez ce risque dans votre organisation ou si vous allez le transférer en tout ou partie à un assureur. Voilà, donc on a 4 grandes phases en risk management. Il y a l'analyse des risques cyber, l'analyse de vos contrats déjà en place, la mise en place des garanties et évidemment ensuite la gestion du contrat et ce qu'on ne vous souhaite pas, des sinistres cyber. Voilà ce que je pouvais vous dire le plus rapidement possible. Merci, pardon, j'étais en mute. Merci beaucoup Pierre-Yves Bordeaux pour cet exposé sur l'offre assurantielle. Mes excuses aux participants pour les avoir tenus un peu plus longtemps que prévu en ligne. J'espère que les exposés vous auront intéressé. On vous fera passer les diapos. Pierre-Yves Bordeaux, n'oubliez pas de m'envoyer votre présentation pour que je la joigne au package. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux puisqu'on organisera d'autres activités consacrées à la cybersécurité des systèmes énergétiques en 2025. Le sujet est vaste, mérite d'être approfondi. Je pense que vous en serez tous d'accord. Désolé pour le temps de questions-réponses qui n'a pas eu lieu. N'hésitez pas à me faire passer vos questions et on tâchera de trouver les réponses auprès des intervenants. Merci encore à tous pour votre participation active et à très bientôt. Au revoir.